Bonsoir. Mon père est un ébéniste, mais un ébéniste pas ordinaire, un ébéniste très doué. Avec ses mains, il était capable de tout faire, si bien que lorsque j'étais enfant, j'avais une confiance absolue que tout problème pouvait être résolu, tous mes jouets cassés pouvaient être réparés, toute construction nouvelle que je demandais pouvait être faite. Donc j'ai été élevé dans cet esprit que tout était possible. De même, ma famille était très croyante, très pratiquante, protestante, et j'ai été élevé aussi avec les histoires de la Bible, avec la traversée de la mer Rouge, David et Goliath, Jésus marchant sur les eaux. Donc tout était possible. À 19 ans, je fêtais le bac de quelques amis à la plage près de Montpellier et on avait passé la soirée, une très belle journée, puis la soirée, un barbecue sur la plage jusqu'à tard dans la nuit. En rentrant, j'avais perdu ma montre. Et cette montre, j'y tenais parce que c'était ma première montre, celle que je m'étais payée avec mon premier job d'été. Et le lendemain matin, je me suis levé très tôt, à 6 heures, je retourne sur la plage, et là, devant l'immensité du sable, vide, personne, je comprends vite qu'il est totalement impossible de retrouver ma montre. Et donc, je me mets à genoux et je prie très courtement, j'ouvre les yeux et je vois là, à portée de main, peut-être 1 millimètre carré de brillant. Je tends la main et c'était ma montre. 40 ans après, j'ai encore de l'émotion avec cet exemple. Voilà. Donc, oui, l'impossible peut être possible. Et en fait, l'histoire de l'innovation, c'est ça, c'est l'histoire des impossibles devenus possibles. L'homme a rêvé de voler de tout temps. Aujourd'hui, l'homme peut voler. L'innovation est aujourd'hui presque une incantation mythique. Toutes les régions, toutes les villes se rêvent de capitale de l'innovation. Les innovateurs, les entrepreneurs innovateurs sont comme des rockstars. Ici, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est monsieur Elon Musk, l'inventeur, le créateur de PayPal, de Tesla, les voitures électriques, de SpaceX, des fusées qui vont... il nous promet même de faire le premier voyage commercial pour Mars en 2025, Hyperloop et d'autres encore inventions et innovations extraordinaires. Donc l'innovation, et même pour certains, l'innovation va sauver le monde de ses turpitudes. Alors sauver le monde du réchauffement climatique, sauver le monde de la pénurie de matières premières. Et quand on parle comme ça, on parle pratiquement d'un Dieu, l'innovation toute puissante, qui est incantée comme une religion. Et donc, de quoi parle-t-on au final ? Qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en hiver, il y a un truc qui m'énerve vraiment, le matin, c'est de gratter la glace sur le pare-brise. Et chaque année, je me dis, mais quand est-ce que quelqu'un va inventer quelque chose de simple, de pas cher, pour dégeler les pare-brises rapidement? Parce qu'en fait, l'innovation, c'est tout simple finalement. C'est comment répondre à un besoin vraiment assez répandu d'une façon simple qui va ensuite se répandre parce que les gens vont l'adopter et ils vont même oublier comment on faisait avant.
Voilà ce que c'est que l'innovation. C'est une technique ou une différente façon de faire qui permet de résoudre les problèmes. Alors je vais vous raconter rapidement une histoire d'innovation. En 1947, donc dans les laboratoires Bell, 3 messieurs qui ensuite ont eu le prix Nobel ont inventé le premier transistor. Qu'est-ce qu'un transistor? Un transistor, c'est un petit composant électronique. Alors petit, vous voyez ici, il fait quand même de l'ordre de 1 cm, qui est un amplificateur ou bien un interrupteur de courant. Et ça permet de créer des circuits logiques pour activer des machines ou faire des opérations de calcul. C'était une avancée assez formidable parce qu'avant, on faisait ça avec des lampes qui étaient des appareils électroniques aussi, mais beaucoup plus volumineux. 25 ans plus tard, la société Intel avait réussi à mettre 2300 transistors sur ce qu'on appelle un microprocesseur qui fait quelques millimètres carrés. Donc voilà déjà une avancée extraordinaire qui permettait de calculer beaucoup plus vite. En 2020, la société IBM va commercialiser une puce électronique de l'ordre de la taille de l'ongle du petit doigt qui va comporter 30 milliards de transistors. Vous voyez un peu en quelques 70 ans la progression, l'innovation permanente qui a permis d'atteindre des performances toujours supplémentaires. Il y a même une loi qui a été établie, alors ça s'appelle une loi, mais en réalité ce n'est qu'une observation de ce qui se passe, qui dit que cette puissance de calcul double tous les 18 mois. Et vous voyez que on arrive, autour de 2017 maintenant, on arrive dans des zones qui se rapprochent des capacités du cerveau humain. Mais pour franchir ces étapes, vous voyez, il y a des tranches grises là dans le fond, c'est parce qu'à chaque fois on change de technologie. Donc il y a une innovation qui se crée. Et ensuite on repart à améliorer cette innovation. Et puis à un moment donné on atteint la limite et on doit changer de nouveau de technologie. Et aujourd'hui on commence à atteindre, avec les 30 milliards de transistors, on atteint les limites physiques de la technologie de silicium. Et donc, déjà, dans les laboratoires, les gens travaillent sur d'autres technologies, l'ordinateur quantique, l'ordinateur à l'ADN. Et donc, en fait, la progression, l'innovation est possible parce qu'on change de technologie, quand on atteint les limites imposées par la physique. Et ces innovations, sur des technologies génériques comme l'électronique, ont permis ensuite des innovations d'usage. Le téléphone portable, l'ordinateur, la télévision, tout ça c'est issu de ces inventions du transistor. Et vous voyez ici que plus ça va dans le temps, plus les innovations gagnent rapidement les marchés. Les réseaux sociaux ont été inventés en 2004, aujourd'hui c'est universellement utilisé. Ça va très très vite. Et donc là aussi, y a-t-il une limite à la diffusion de l'innovation? Quand tout va très vite, est-ce que ça ne va pas à un moment donné atteindre une limite? Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a une façon d'observer ce qui est en train de se passer, d'essayer de comprendre ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle la courbe du cycle de Gartner, et qui dit que les technologies, vous voyez là, celles qui sont le plus à gauche, ce sont des technologies dans les laboratoires qui sont en train d'être étudiées, qui à un moment donné deviennent intéressantes, on croit que ça y est, c'est bon, elles vont sortir, elles vont être utilisées, et donc on est là-haut sur le pic, et puis après il y a ce qu'on appelle la vallée du désenchantement, c'est-à-dire qu'on dit oh non mais finalement ça va jamais marcher, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop ceci, cela. Et puis certaines arrivent quand même à se relever et à remonter, et puis ensuite ça devient des technologies répandues. Alors comme on est en moyenne, vous pouvez voir ici que la réalité virtuelle fait la course en tête, et c'est la technologie qui est en train de se répandre
et de devenir universel. Alors, je vous montre ici un document que vous n'avez sûrement jamais vu, mais qui pourtant a une importance fondamentale pour chacun de vous. En 1989, si vous voyez la date de ce document, je travaillais dans un laboratoire de physique des particules à Orsay, qui travaillait avec le CERN. Le CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire qui est à Genève. Et je lisais régulièrement ce type de notes, exactement présentées comme ça. Je ne pense pas quand même avoir lu celle-ci, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. Mais cette note, c'est la note de M. Tim Berners-Lee, qui faisait une petite note de synthèse sur une idée qu'il avait eue pour organiser l'information. Et en haut, il y a un petit gris-gris mis à la main par son chef, qui dit « vague, mais excitant ». Et cette note, en fait, c'est l'invention du WWW, du World Wide Web, autrement dit de l'Internet. Mars 89. Imaginez que le chef, il n'ait pas mis vague mais excitant, mais il est mis vague et pas intéressant. Eh bien, peut-être que voilà, il n'y aurait pas d'Internet, il n'y aurait pas de web, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait plus tard. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le premier site web, 1993, sur des écrans télétextes. Et pour naviguer, vous voyez, help, entre crochets 10. On devait écrire 10 au clavier, hop, ça va envoyer sur la page 10. Eh bien, j'ai utilisé ça. J'ai eu l'occasion de naviguer sur ce type de site web. Sauf que j'ai pas du tout imaginé le potentiel que ça pourrait avoir. J'ai pas du tout imaginé qu'on pourrait vendre des livres sur Internet, qu'on pourrait réserver son hôtel, etc. C'est dommage parce que sinon je serais riche. Je serais peut-être là à vous parler, mais peut-être pas de la même façon. Comme quoi l'innovation, vous voyez, ça peut être devant nos yeux et on peut ne pas le voir. Ça, c'est une limite. Voilà des chiffres aujourd'hui de l'Internet, mais vous les connaissez. Je vais faire un petit test maintenant. Qui d'entre vous pense être innovant? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Et oui, parce qu'en fait, alors je prends cet exemple parce qu'on est à Mayenne. Hein? Voilà, le groupe SEB. Oui, la limite à l'innovation, c'est notre imagination. Et en fait, la limite à l'innovation, ben, c'est nous-mêmes. Vous voyez, on est une centaine là, il y en a 5 qui pensent qu'ils sont innovants. C'est que les autres ne pensent pas l'être, donc se limitent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez perdu votre âme d'enfant. On est tous avec une capacité créative importante, si on est normal. Mais l'éducation, l'environnement, les expériences négatives nous font perdre notre âme d'enfant, notre âme créative, notre âme curieuse. Hein? Si on fait ça, la maman va dire « mais regarde pas derrière la porte », ou le papa, hein, je ne discrimine pas. Donc on perd ça. L'autre frein qui est en nous, c'est on n'aime pas bien changer finalement. C'est confortable, hein, ça a été dit. C'est confortable. Et changer, c'est se mettre en danger, c'est se mettre dans une zone de confort. Changer, c'est bien pour les autres. Et nous, en France, on est particulièrement bon là-dedans. On a peur. La peur de l'échec, la peur du risque, la peur de faire quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi on dit toujours qu'aux États-Unis, l'innovation, ça marche? Il y a la Silicon Valley, il y a tout ça. Mais pourquoi? C'est quoi la différence principale? Pour moi, c'est la culture de l'échec. Chez nous, l'échec, c'est discriminant. Chez nous, l'échec, c'est quelque chose qui nous rabaisse, qui nous traîne, qui nous reste pour toujours. Chez eux, l'échec, c'est un apprentissage. C'est une leçon pour faire mieux la prochaine fois. Et donc, ils continuent à essayer. Et à force d'essayer, on y arrive.
Je vais vous donner 45 secondes de mon temps parce que je veux que vous viviez une expérience aujourd'hui et maintenant. C'est l'occasion pour vous, aujourd'hui et maintenant, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et si vous le faites, vous vous en souviendrez toute votre vie et ça peut changer votre vie. Je vais vous donner 45 secondes. Vous allez parler avec votre voisin que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et vous allez lui dire une idée innovante que vous avez en vous et que vous n'avez jamais osé dire. Vous allez lui dire un problème que vous avez tous les jours et vous dites, voilà, j'ai trouvé une solution, mais j'ose pas en parler parce que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas ceci, cela. Donc voilà, vraiment faites-le. Si vous le faites, ça va changer votre vie parce que vous allez comprendre que d'oser, c'est utile. Voilà, vous avez 45 secondes. Non, mais c'est bon. Voilà, je vais vous interrompre, mais déjà, je vous ai démontré que quand vous avez levé la main, qui est innovant, il y en a 5 qui ont levé la main. Quand je vous ai demandé de partager une idée d'innovation que vous avez en tête, tout le monde, ou presque, a participé. Donc vous voyez que le problème, c'est que vous n'avez pas confiance dans votre capacité à innover ou vous n'osez pas partager. Alors quand même, pour que les choses soient justes, je vais aussi vous partager une idée d'innovation que j'ai eue cette semaine. Voilà. J'accompagne des entrepreneurs et j'avais une réunion avec une entreprise qui fabrique des drones marins, donc des bateaux autonomes. Et on discutait de projets et de voir comment lancer l'entreprise. Et de fil en aiguille, l'idée est venue et j'ai proposé une idée. Monsieur le maire peut-être pourra la diffuser à qui de droit. J'ai proposé une idée pour dire, mais finalement, la Mayenne, on a toujours tous notre problème d'attractivité. Hein. Encore ce matin, j'étais à une autre conférence que j'ai donnée sur l'attractivité, et des gens ils me disaient, oui, Laval, c'est la première fois qu'on vient, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai dit, mais voilà une campagne d'attractivité qui ferait beaucoup de buzz. Pour un coût qui serait tout à fait raisonnable, en tout cas pas plus élevé que d'acheter des placards dans le métro, ce serait de dire, si on achetait une île en Mayenne, il y a des îles à vendre, pour 50 000 euros, 100 000 euros, il y a des îles à vendre dans le monde. On achète une île et on crée une campagne de communication sur « Venez en vacances en Mayenne au bord de l'eau ». Je peux vous garantir que toute la presse du monde entier en parlera et que la Mayenne sera connue. Voilà qui osera faire ça. Je vous remercie.